Régional 150, autorisé approche direct ILS piste 06. Autorisé approche direct ILS, piste 06. Régional 150. Régional 150, contactez la tour maintenant sur 119 décimales 9 à la verticale de même. Régional 150, centre. Régional 150, me recevez-vous? Cet avion était équipé et homologué pour le vol en régime IFR et en conditions atmosphériques de vol aux instruments. À son bord se trouvait toute la panoplie des instruments de navigation et de communication, y compris un radar météo, un système GPS à affichage électronique des cartes d'approche, ainsi qu'un avertisseur de proximité du sol de dernière génération. Aux commandes, un pilote comptant plusieurs milliers d'heures de vol aux instruments qui n'a pu reconnaître, un bref instant, ce qui n'allait pas. Depuis 1909, des centaines de Canadiens ont perdu la vie dans des accidents d'aviation ayant fait l'objet d'analyses approfondies. Il en ressort que les impacts avec le relief, sans perte de contrôle, généralement désignés dans le milieu de l'aviation par l'abréviation CFIT, sont la cause du plus grand nombre de décès de passagers dans l'aviation commerciale de par le monde. Et presque tous ces CFIT sont attribuables à un manque de conscience de la situation de la part du pilote. Cette présentation ne se veut pas alarmiste. Nous savons tous, en effet, que l'aviation représente l'un des modes de transport les plus sûrs et les plus fiables de nos jours. Notre propos est d'attirer votre attention sur les risques de CFIT et sur les circonstances dans lesquelles ils se produisent, dans le but de vous aider à mieux déterminer votre situation dans les airs et évaluer le déroulement du vol. La plupart des accidents mettant en cause des pilotes professionnels se produisent à l'intérieur de ce que nous appelons la fenêtre critique du vol. Cette fenêtre se situe dans une zone définie par l'espace aérien environnant la piste et s'étendant verticalement jusqu'à 2000 pieds au-dessus d'elle. La présence dans cette fenêtre d'un relief accidenté la rend d'autant plus critique. La fenêtre en question commence au repère d'approche finale et se termine au dernier segment de la montée au décollage. La charge de travail des pilotes atteint son paroxysme lors du passage de l'avion dans cette fenêtre de vol. Or, la plupart des CFIT se produisent au cours de l'approche et plus particulièrement, pour la moitié d'entre eux, au cours d'une approche VOR-DME qui amène le pilote à effectuer une descente par paliers successifs. La tâche se corse dans le cas des transporteurs régionaux ou nolisés qui desservent des aéroports éloignés, parfois peu connus des pilotes. Et cela s'ajoute à la charge de travail dans le poste de pilotage qui augmente au passage de la fenêtre critique du vol. Des conditions propices à un CFIT se trouvent dans ces cas réunis. Le plus désolant dans tout cela, mais en même temps, lueur d'espoir, les CFIT sont pour la plupart évitables. Le moyen clé de gérer tous les risques présents à l'intérieur et à l'extérieur de la fenêtre critique du vol est la capacité d'apprécier correctement la situation ou, en termes plus précis, d'être bien conscient de la situation. La conscience de la situation découle de l'aptitude à intégrer les connaissances obtenues à force d'évaluer la situation répétitive sur 3 niveaux. Premier niveau, la perception des éléments de la situation. Deuxième niveau, l'intégration de ces éléments et troisième niveau, l'anticipation de l'évolution et des conséquences de la situation. Le premier niveau est à la portée des pilotes peu expérimentés, à condition, bien entendu, que rien, ni distraction ni fatigue ne nuisent à leur perception de la situation. Au deuxième niveau, les pilotes comparent les informations qu'ils reçoivent de l'extérieur avec leurs propres connaissances, le fruit de plusieurs années d'expérience. Ils les mettent en parallèle avec des schémas familiers, ce qui les aide à se former une image globale de la situation actuelle. Ce processus de réflexion est à la base des décisions qu'ils prennent au fur et à mesure du déroulement du vol. Cette capacité de visualiser une situation à partir de schémas familiers constitue en somme l'expertise de l'individu. Le troisième niveau d'évaluation recouvre le concept d'anticipation, autrement dit, l'aptitude à précéder mentalement son aéronef. Il s'agit, au point de vue sécurité, de l'objectif ultime à atteindre. De façon plus précise, l'anticipation correspond à la capacité de prédire la tournure des événements de façon à ne pas se faire surprendre par ceux-ci.
Cette façon d'évaluer, de comparer et d'intégrer les informations ainsi reçues pour se faire une idée de la situation correspond à ce qu'il est convenu d'appeler la conscience de la situation. La capacité d'être conscient de la situation dépend des facteurs particuliers suivants: l'expérience et la formation, l'adresse au pilotage, la gestion du poste de pilotage, l'orientation spatiale et l'état de santé et l'attitude personnelle. Les enquêtes sur les accidents d'aviation confirment l'existence de cause à effet entre la conscience de la situation et la prévention des CFIT. De fait, les pilotes qui misent sur la nécessité d'être parfaitement conscients de la situation se tiennent instinctivement à l'écart des situations risquées. Les pilotes emportent avec eux en vol deux de leurs meilleurs atouts. D'une part, leur expérience de l'aviation, c'est-à-dire leurs connaissances pratiques et leurs aptitudes personnelles, le fruit de nombreuses heures passées à observer et à agir. D'autre part, la somme des heures passées dans le poste de pilotage ou en salle de classe à se préparer à des situations exceptionnelles en vol, aux urgences et aux situations anormales. Bien sûr, le pilotage en tant que tel de l'aéronef reste la tâche prioritaire du pilote. Mais la personne qui entretient comme il faut ses compétences de pilote se sent plus à l'aise dans toutes les conditions de vol et peut ainsi se consacrer davantage aux autres tâches à effectuer dans le poste de pilotage. La coordination et l'utilisation efficace des ressources techniques et humaines dans le poste de pilotage représentent une aptitude qui dépasse le simple fait de pouvoir piloter un aéronef et constitue les moyens pour le pilote de former et de conserver une idée exacte de la situation. Les pilotes doivent pouvoir se représenter mentalement la situation de leur aéronef dans un espace tridimensionnel au fur et à mesure du déroulement du vol, en plus d'être conscients de la position relative des éléments topographiques, des aides à la navigation et des aéroports, et parfois des autres aéronefs, ainsi que de l'enchaînement logique des événements à prévoir en cours de route. L'état de santé physique et psychique des pilotes détermine leur perception et leur appréciation du milieu physique et des circonstances dans lesquelles se déroule le vol. Leur capacité de se former une idée du milieu dans lequel ils évoluent peut s'en trouver réduite. La fatigue, par exemple, a des conséquences nocives sur l'aspect physique et psychique de leur état de santé. À l'inverse, le fait d'adopter une attitude professionnelle favorise la sécurité. Les enquêtes sur les accidents d'aviation démontrent également qu'un accident est rarement imputable à un seul facteur contributif. Bien au contraire, un accident est généralement précédé d'une série d'événements sans rapport les uns avec les autres, mais qui s'enchaînent tous pour former un scénario menant tout droit à la catastrophe. De fait, la plupart des CFIT sont précédés d'au moins 4 et en moyenne 6 événements distincts, dont chacun constitue en soi un avertissement que les choses ne tournent vraiment pas rond. Mais le pilote capable de reconnaître l'un de ces indices et d'appliquer le correctif nécessaire pourra déjouer le sort. Il y a moyen de regrouper les indices les plus courants qui caractérisent une inconscience de la situation et annoncent l'apparition d'une chaîne d'événements indésirables. Les voici. Manque de communication, ambiguïté, contradiction non résolue, recours à des procédures improvisées, tendance à fixer ou préoccupation, personne ne pilote, personne n'exerce de surveillance, confusion, dérogation aux procédures normales de vol, non-respect des minima ou de la réglementation applicable à l'aviation civile, incapacité à atteindre les objectifs. Par exemple, des heures d'arrivée prévues manquées, l'impossibilité d'atteindre des vitesses, des altitudes ou des caps prévus ou assignés, de respecter des plans et des procédures de vol, tout cela indique que quelque chose ne va pas. L'analyse théorique des caractéristiques de la conscience de la situation est un processus fort édifiant. Toutefois, le fait de passer en revue la séquence d'événements ayant conduit à des accidents réels aide à mieux reconnaître les circonstances dont il faut se méfier tout particulièrement, surtout lorsque ces circonstances donnent l'impression de faire partie des procédures normales de vol. Nous avons donc réuni à votre intention les quelques études de cas qui suivent pour que vous puissiez vous exercer à déceler les indices d'une chaîne d'erreurs et les éléments de conscience de la situation qui auraient permis d'éviter chacun des accidents en question.
Pour imprimer une image en couleur, il faut d'abord isoler les couleurs spectrales sur différents calques et les superposer ensuite afin de reproduire une image fidèle. D'une certaine façon, il en va de même du pilotage d'un aéronef. Les perceptions sensorielles et le sens de l'équilibre forment l'un de ces calques. Celui-ci est essentiellement généré par notre vision. L'autre calque est généré par les instruments, lesquels nous présentent une autre facette de la situation. Les cartes de navigation, dont nous nous servons pour le pilotage, nous en présentent encore une autre. Lorsque tous ces calques se superposent convenablement pour former une image cohérente de la situation, nous savons exactement où nous en sommes et où nous nous dirigeons. Mais lorsqu'ils se superposent mal, les choses se gâtent. Le 26 septembre 1989, un bimoteur de transport régional avec à son bord 2 membres d'équipage et 5 passagers faisait route en régime IFR vers Terrace, en Colombie-Britannique, un aéroport blotti dans une région au relief très accidenté. Le bulletin météo prévoyait une visibilité de 2000, avec plafond fragmenté à 12 000 et 25 000 pieds. Arrivé à destination, l'équipage s'est aperçu, à sa grande surprise, que l'aéroport était recouvert d'une traînée de fumée qui réduisait la visibilité. Un autre aéronef a signalé qu'une approche indirecte était néanmoins possible. L'équipage a donc modifié ses préparatifs d'approche après avoir quitté le circuit d'attente à 16 000 pieds. Ce qui l'a amené à bâcler le brefage préalable à l'approche et à effectuer des manœuvres d'approche précipitées. L'équipage a rapidement amené l'avion à une hauteur de 1000 pieds à la verticale du repère d'approche finale. Arrivé au MDA, il distinguait partiellement les environs de l'aéroport. Le commandant a demandé plein volet au moment de passer le point d'approche interrompu et a continué sa descente tout en effectuant un virage de 180 degrés pour se placer dans l'axe de la piste. Mais avant d'avoir eu le temps de terminer le virage, le commandant a perdu la piste de vue. Il a ordonné la remise des gaz, tiré sur le manche, augmenté la puissance des moteurs, remonté le train d'atterrissage et demandé la rentrée des volets. L'avion a commencé à gagner de l'altitude, mais le commandant, désorienté par la sensation d'accélération et le changement d'assiette, a eu la fausse sensation que l'avion était trop cabré. Après avoir baissé le nez de l'avion à l'aide du compensateur, il a ensuite mal jugé l'assiette de l'avion en regardant ses instruments et a fait la sourde oreille au copilote qui l'avertissait que l'avion s'était remis à descendre. Et 22 secondes après l'ordre de remise des gaz, l'avion a percuté le sol. Voilà donc un exemple de CFIT durant une remise des gaz. Un pilote qualifié pour le vol aux instruments, mais désorienté par ses sens qui lui donnaient l'impression que l'avion était cabré à l'extrême. Un pilote donc ayant perdu l'aptitude à déterminer l'assiette de son avion en pleine phase critique du vol, cela en dépit des avertissements de son copilote. Les éléments de conscience de la situation qui faisaient défaut dans ce cas étaient l'expérience et la formation, l'adresse au pilotage, l'orientation spatiale et la gestion du poste de pilotage. Les indices qui auraient dû attirer l'attention du pilote sur l'apparition progressive d'une chaîne d'erreurs étaient l'ambiguïté, la préoccupation, la confusion, le non-respect de la réglementation et l'incapacité d'atteindre ses objectifs. Dans le roman tout à fait à propos de Joseph Heller, intitulé Catch-22, le personnage principal affirme que le pilote qui se préoccupe en vol de sa propre sécurité face à des dangers réels et imminents fait preuve d'un esprit rationnel. Le piège ou le catch-22 de ce raisonnement, c'est bien sûr que quiconque désire engager son avion dans une situation dangereuse n'est pas rationnel et n'est donc pas qualifié pour piloter. À l'inverse, quiconque refuse de piloter dans ces conditions possède un esprit tout à fait rationnel et est donc logiquement tenu de piloter dans ces conditions. Le fait de vous préoccuper de votre propre sécurité et de celle de vos passagers est un processus effectivement rationnel, mais également un processus qui vous oblige à être conscient des limites de vos compétences et des conditions dans lesquelles vous pouvez piloter ou non. Le 19 avril 1993, un pilote accompagné de 3 passagers effectuait une approche à l'aéroport de Brampton en Ontario au retour d'un rassemblement aérien de 4 jours en Floride. Au moment de commencer son approche, le pilote, dont la journée avait débuté 16 heures plus tôt, avait assumé seul toutes les tâches de pilotage depuis le départ, soit plus de 11 heures auparavant.
L'enquête n'a pas permis de déterminer si le pilote était muni des renseignements météorologiques pour la dernière étape du vol. Quoi qu'il en soit, les conditions météorologiques se sont détériorées en cours de route, plongeant le pilote dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, alors qu'il n'avait que 54 heures d'expérience de pilotage sans visibilité. Le pilote a demandé une autorisation IFR et a reçu l'autorisation de monter à 3000 pieds, où l'ATC lui a donné des vecteurs radars pour effectuer une approche VOR-DME Alpha à l'aéroport de Brampton. Au cours de l'approche, le pilote a dépassé la radiale d'alignement. Le contrôleur de la circulation aérienne a immédiatement transmis au pilote un vecteur de réinterception. Alors que l'avion poursuivait sa descente vers le MDA, le contrôleur a indiqué au pilote qu'il se trouvait toujours à l'est de la radiale à suivre. Dans sa dernière transmission radio, le pilote a indiqué qu'il pensait pouvoir passer en régime de vol à vue et a demandé à l'ATC de rester à l'écoute. Le contrôleur en a déduit que le pilote avait pris contact avec des repères visuels au sol au cours de la descente et, par conséquent, n'a pas transmis d'avertissement de sécurité lorsque l'avion est apparu encore sur son écran pour la dernière fois à 1500 pieds. Le pilote n'a jamais réussi à s'aligner sur la radiale d'approche finale et a poursuivi sa descente jusqu'à une altitude inférieure à celle fixée pour le passage du repère d'approche finale et inférieure au MDA avant même d'atteindre ce repère d'approche. L'avion a percuté le sol à 4 milles au nord-ouest de l'aéroport, tuant le pilote et blessant les 3 passagers. Nous voici donc devant le cas d'un pilote qui s'est écrasé au cours d'une approche visuelle alors qu'il avait la piste en vue, du simple fait qu'il ne s'est pas rendu compte que l'avion était toujours en train de descendre. Il manquait dans ce cas les éléments suivants de la conscience de la situation: l'expérience et la formation, l'orientation spatiale, la gestion du poste de pilotage, ainsi qu'une attitude et une condition physique déficiente. De fait, l'état de fatigue du pilote est vraisemblablement à l'origine de ses préoccupations et de sa confusion, de sorte qu'il ne parvenait pas à atteindre les objectifs prévus. Jaloux de leur secret, les magiciens n'admettront pas qu'il est facile de faire disparaître des objets. Or, le tour de main ne relève pas tant de l'illusion que de l'habileté à diriger le regard des spectateurs tout en manipulant des objets à leur insu. Ils captent subrepticement le regard des spectateurs en créant une source de distraction, pendant que leurs mains s'affairent dans une séquence bien ordonnée à opérer le véritable tour de magie, celui de faire réapparaître des objets. Le 10 mars 1993, un avion assurant la liaison régulière entre Timmins et Moosonee avait à son bord 2 pilotes et 2 passagers. À 21h21, il reçoit l'autorisation d'effectuer son approche à Moosonee. Les membres d'équipage étaient voués à rencontrer des problèmes dès le départ. Aucun d'eux n'avait reçu de formation pour le vol de nuit sur ce type d'appareil. Il se trouvait donc pour la première fois aux commandes de ce bimoteur dans le noir. De plus, le copilote en était à son premier atterrissage à l'aéroport de Moosonee. L'avion est descendu de son altitude de croisière de 7000 pieds à l'altitude de restriction temporaire de 5000 pieds. L'équipage a opté pour une approche VOR sur la piste 24 et a transmis un compte-rendu de position sur la radiale 061 à 5000 marins en éloignement du VOR. Peu après l'interception de la radiale, l'équipage a mis l'avion en descente vers le MDA fixé à 440 pieds d'altitude. Au cours de la descente, l'avion a percé la couche nuageuse inférieure à 900 pieds, à une distance d'environ 9000 du VOR. À ce stade, les 2 pilotes avaient la piste en vue et le commandant a fait savoir au copilote qu'il passait en vol à vue et allait effectuer l'étape de rapprochement à 700 pieds d'altitude. Peu après, le commandant a effectué les vérifications préalables à l'atterrissage et a mis la commande de train d'atterrissage en position train-sortie. L'équipage ne s'est pas consulté sur les manœuvres d'approche, notamment pour déterminer qui s'occuperait de surveiller l'altimètre. De plus, c'était la première fois qu'ils pilotaient ensemble. Ne disposant d'aucun repère lumineux au-dessous de lui ou sur les côtés pour juger de sa hauteur par rapport au sol, le commandant a poursuivi l'approche visuelle à l'aide seulement des feux de piste visibles au loin. La sensation de trou noir l'a induit à poursuivre sa descente jusqu'à ce que
Hélas, l'avion heurte des arbres et s'écrase à 7000 au nord-est de l'aéroport. L'avion a été détruit au contact du sol et par l'incendie qui s'est ensuite déclaré. Le copilote a succombé à ses blessures. Le commandant et les passagers, quant à eux, ont été grièvement blessés. Les conditions qui ont contribué à la fin tragique du vol 1602 étaient le manque d'expérience et de formation, de gestion du poste de pilotage et d'orientation spatiale. En outre, en raison d'un manque de communication, aucun membre d'équipage n'avait la charge de surveiller l'altitude de l'avion. Personne n'exerçait de surveillance sur les données provenant de l'intérieur du poste de pilotage. Fuyant l'île de Crète, Icare, apprenti aviateur en son temps, s'est laissé obnubiler par le soleil, déterminé qu'il était à briller du même éclat en atteignant les cieux. À mesure qu'il se rapprochait de l'astre brûlant, la chaleur fit fondre la cire qui retenait les plumes sur ses ailes, avec les conséquences que l'on sait. Son plongeon mortel dans la mer Égée nous apporte un enseignement précieux. Toute préoccupation qui empêche le pilote de se consacrer en priorité au pilotage de son appareil peut conduire à des situations bien plus frappantes que la mythologie. Le 16 décembre 1991, l'équipage d'un bimoteur de transport régional a décollé de Mayo pour retourner de nuit à Whitehorse, au Yukon. Malgré l'altitude de croisière minimale publiée entre Mayo et Whitehorse de 9300 pieds, le pilote a inscrit dans son plan de vol VFR une altitude de croisière de 7500 pieds, sachant que le ciel était dégagé à 9000 pieds et qu'il ne disposait pas des réserves de carburant réglementaires pour un vol IFR. Ayant gagné de l'altitude après le décollage, l'équipage a fait un palier à 5500 pieds et mis le cap sur Whitehorse dans l'intention de se remettre en montée jusqu'à l'altitude de croisière prévue. C'est là que, soudainement, un passager installé juste en arrière de l'équipage s'est aperçu que la pression d'huile du moteur gauche était tombée à 20 PSI. L'équipage a bien vérifié les autres instruments, mais rien n'indiquait l'existence d'un problème de pression d'huile et aucune indication visuelle ou sonore ne confirmait qu'il y en avait un. Selon la liste des vérifications en cas d'urgence, il fallait couper le moteur en cause. Mais avant d'appliquer cette mesure, le commandant a choisi de poursuivre ses investigations. Pendant que tous les trois se préoccupaient de ce problème, personne ne songeait à surveiller le déroulement du vol. Il faut préciser par ailleurs que le reflet de la lampe de cabine utilisée pour lire la liste des vérifications en cas d'urgence réduisait la visibilité à travers le pare-brise et que le microphone d'une paire d'écouteurs dans la cabine persistait à capter les bruits, créant par là un bruit de fond désagréable. Peu après, l'avion est entré dans une zone de forte turbulence. Lorsque l'avion a commencé à perdre de l'altitude, on pouvait distinguer de la neige dans la lumière des feux de navigation et la vitesse s'est mise à osciller entre 70 et 90 nœuds. Les alarmes visuelles et sonores d'un décrochage imminent se sont déclenchées. Sur l'entrefaite, le passager en question a signalé la présence d'un obstacle sur la gauche en avant de l'avion. Le copilote a instinctivement incliné l'avion de 30 degrés vers la droite et ensuite vers la gauche, tout en augmentant la puissance des moteurs et en sortant les volets, évitant de justesse 2 crêtes montagneuses. L'équipage a rapidement repris de l'altitude et s'est dégagé d'une couche nuageuse à 5000 pieds, à 20 000 d'écart de la trajectoire de vol prévue. Il y a de quoi se poser des questions lorsqu'un avion passe à 2 doigts de s'écraser sur une montagne à cause de l'inattention des membres d'équipage, à ce point préoccupés par l'indication d'un instrument qu'ils en sont devenus totalement inconscients de la situation. Les éléments de conscience de la situation qui manquaient dans ce cas étaient la bonne gestion du poste de pilotage et l'orientation spatiale. Le non-respect des procédures normales de vol conjugué à un problème de pression d'huile a engendré une situation où des données contradictoires n'ont pas été résolues, situation qui, à son tour, a engendré une distraction de sorte que personne n'exerçait de surveillance. Heureusement, dans ce cas, l'accident a été évité de justesse, mais fait troublant, il comportait les mêmes ingrédients que le célèbre accident des Everglades qui a coûté la vie à plus d'une centaine de personnes. Il n'est pas nécessaire de détenir une licence de pilote pour être conscient des risques que révèlent les statistiques.
La présente police d'assurance ne couvre pas les accidents qui se produisent pendant que l'assuré pilote un aéronef ou exerce les fonctions de membre d'équipage d'un aéronef. Bien sûr, comme tout professionnel qui se respecte, vous détenez une assurance vie d'un assureur spécialisé en aviation. Mais le fait de rester bien conscient de la situation est aussi une forme de police d'assurance. Assurance que nous l'espérons, vous serez toujours gardée en vigueur.